Pour moi, un jour de déprime, c'est un jour en moins dans ta vie. Et la vie passe trop vite. Alors, j'ai eu un événement un peu tragique dans l'enfance. Et mon père, il voulait une femme un peu soumise, la petite Viette, machin. Donc, C'était quoi le déclic? je suis tombé amoureux de mon coiffeur. Mais je te dis pas la gueule de mes parents, ma mère elle est tombée à genoux, un malaise. Alors en plus tu dis que t'es gay, tu vas vivre avec Kevin. Et ça c'était une des plus belles histoires de ma vie. J'ai trop de chance. Je t'en parle, j'ai larmes qui montent. Quand on s'est séparés, je lui ai dit, tu verras, je deviendrai le meilleur coiffeur de France. Ça c'est fou. Tu me verras partout et tu regretteras toute ta vie. Et t'arrives à prendre du temps pour toi? Non, j'en prends pas beaucoup. Et donc là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse ça. Salut à tous et bienvenue dans Sous les apparences. Moi c'est Tanguy. Moi c'est Paul. Moi c'est Nico. Il faut que je me présente. Ouais, c'est très bien. Non, mais... Et aujourd'hui, on n'a pas répété, hein. Ouais, justement, et aujourd'hui on va parler de santé mentale sans tabou avec notre invité Nicolas. Ok. Et enfin t'es auteur, comédien, réalisateur, t'es coiffeur, relooker. Oui. Enfin t'es un peu tout à la fois. Oui, je réalise tous mes rêves petit à petit, oui. Et c'est fou. Et comment tu vas? Mais ça va bien, mais c'est vrai que c'est bien qu'on parle de ça justement parce que il y a quand même des moments où c'est un peu compliqué. Ouais, tu m'étonnes. Quand on veut faire beaucoup de choses, c'est un peu compliqué, psychologiquement, physiquement ou quoi, donc c'est bien qu'on aborde ce sujet. Trop bien. Et là en fait avec tout ça, comment toi tu te présentes aujourd'hui? Comment je me présente aujourd'hui? Je dirais entrepreneur. Bon, coiffeur, c'est mon premier amour, c'est la coiffure. Mais je dirais entrepreneur maintenant. C'est vraiment ce que je veux dire parce que j'essaie vraiment de développer des affaires. J'ai monté récemment une boîte avec ma sœur où on redéveloppe des business qui perdent un petit peu de vitesse en milieu rural ou en province ou quoi. Et donc, je dirais vraiment. Maintenant, je mise vraiment sur le côté entrepreneur. Et après, bon, forcément, je fais d'incroyables transformations et à la télé et dans ma société, parce que justement, bah, ça marche bien, donc il faut continuer à le faire. Mais je dirais surtout entrepreneur maintenant. Trop bien. On voit bien ça sur les réseaux et très sympa à voir. On sent que ça te porte, ça t'anime. Enfin, tu vibres. T'as une énergie très positive dans tout ce que tu fais. Donc ça veut dire que t'es hyper aligné. Ça se ressent en fait. Ben là, j'ai trouvé ma voie depuis très peu de temps. J'ai trouvé ma voie. Bon, je vous raconterai ça, mais en gros, je me suis toujours laissé porter pendant des années et sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Et depuis quelques temps, depuis pas si longtemps que ça, j'ai compris où était ma zone de génie. Je pense que c'est ça qui est important de savoir, c'est trouver sa zone de génie et après de développer tout son business, toute sa vie autour de cette zone-là et de s'entourer vraiment des gens qui vont mieux vous mettre en valeur, mieux vous porter. Et ça, c'est long à trouver les gens qui vont vous porter longtemps. Trop bien. Bah, de toute façon, on va pouvoir aborder ces sujets-là à fond. Pour commencer, on aime bien avec Paul commencer par les sujets de l'enfance. Et au lieu de te poser des questions à rallonge ou autre, on t'a prévu un petit jeu sur lesquels il faut que tu répondes le plus du tac au tac. D'accord. T'es prêt? Bah Let's non. go. Ok, bon, on y va. Allez, fin de tournage. Vas-y. Dans quelle ville as-tu passé ton enfance? J'ai passé mon enfance entre Pau et Paris. Donc Pau c'est à côté de Biarritz, sud-ouest, et donc on faisait des allers-retours parce que mes parents étaient séparés. Ok. Tu étais plutôt introverti ou extraverti? J'étais très introverti. Je rêvais beaucoup ma vie, je rêvais beaucoup d'être. Je me rappelle que je regardais les gens qui étaient populaires autour de moi et je me disais un jour je vais être comme ça, je vais être comme ça. Donc je fantasmais, mais je savais pas comment et je vivais beaucoup dans un rêve. Je m'imaginais beaucoup de choses. La visualisation. Je visualisais beaucoup. Je me disais comment ça va être quand je serai grand, comment je serai. Je vais être comme ça quand je rentre dans une pièce, je veux être important. Mais j'imaginais, mais sans. Mais attends, si tu me dis, je m'attendais pas du tout à ce qui m'est arrivé après. Hein. Mais je rêvais beaucoup. Ok, trop bien. Est-ce que t'étais un enfant rebelle ou qui suit les rangs? Alors j'ai eu un événement un peu tragique dans l'enfance et je me rappelle, donc j'étais très introverti, je disais rien, je faisais ce qu'il fallait, j'étais très sage et à partir de cet événement-là, j'ai dit à mes parents, je vous dirai tout ce que je fais et je ferai ce que je voudrais. Et donc à partir de ce moment-là, je sais que ma mère m'a dit c'est là que j'ai souffert parce qu'en fait tu me disais tout, tu m'annonçais tout et tu faisais ce que tu voulais et donc j'ai beaucoup souffert. Je comprends. Donc ouais, parce que c'était tragique, je disais je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, quand je faisais une connerie, j'y allais et parce que je voulais pas avoir de regrets quoi. Ok. Tu étais un bon élève? J'étais un bon élève, oui. À quel âge as-tu embrassé quelqu'un pour la première fois? C'était au collège en 6ème, Séverine Laurenceau. Ah oui, il y a le nom carrément. Ouais, j'ai resté de la 6ème à la 3ème, j'étais fou amoureux d'elle, quoi. Coucou Séverine. Quel métier rêvais-tu de faire petit?
quel métier je rêvais de faire petit? Il y avait fleuriste et surtout avocat. Donc fleuriste parce que j'adorais, quand j'allais dans des mariages ou des trucs comme ça, je trouvais ça dingue. C'était féerique et tout ça. Et je dirais très vite avocat parce que dans ma famille, il y en avait qui faisaient du droit. On venait d'une famille un petit peu bourgeoise et tout ça. J'étais l'enfant loquace, toujours un petit peu fin d'esprit et tout ça. Et donc je me disais, bon, c'est la suite logique. Donc ma vie était quand même très tracée puisqu'on disait, tu vas faire ton stage chez ton oncle, tu feras ça, tu feras ci, tu feras ça. Et donc du coup, très vite, j'allais faire ça, quoi. Quelle personne t'inspirait le plus? Quand j'étais petit, Ouais. mes grands-parents, j'imagine, c'était des gens très ouverts, très smart. C'était, ma grand-mère, c'était la femme de ma vie. Hein. C'était vraiment elle était smart, elle faisait tout pour aider les gens. Elle allait toujours dans des associations caritatives. Elle était toujours make-upée, brochée, machin, nickel. La vraie maman sicilienne et tout ça. Et mon grand-père, qui venait d'une caste vraiment inférieure, il était orphelin, il était vraiment né dans la pauvreté. Et en fait, ils étaient tombés amoureux et elle lui avait dit, moi, je veux tout. Et il est devenu ce qu'elle espérait, enfin ce qu'elle rêvait comme homme. Donc il a évolué, il s'est éduqué, enfin il a vraiment fait plein de choses de sa vie et il lui a offert la vie qu'elle voulait. Donc moi c'était un modèle de classe, d'élégance. Mon grand-père il était toujours nickel, c'était le plus bel homme du quartier. Enfin c'était vraiment des gens. Ils entraient dans une pièce, tu t'arrêtais de parler quoi. Donc c'était, je voulais être comme eux quoi. Et grands-parents maternels, paternels? Grands-parents paternels. Du côté de papa c'était côté sicilien et du côté de maman côté viette. Et enfin, quel est le souvenir le plus marquant de ton enfance? Je me doute qu'il y en a eu peut-être beaucoup, mais en tout cas, le plus marquant de mon enfance. Le plus marquant de mon enfance. Je sais pas. L'enfance, elle était compliquée pour moi. Elle était compliquée parce que mes parents ont eu un divorce sanglant. Donc on était toujours déchirés entre papa, maman et tout ça. Donc je dirais le plus marquant de mon enfance. Oh, je sais pas, merde. T'as le temps de réfléchir, il y a pas de chronomètre. Non, mais je dirais le plus marquant. Je dirais, c'est des moments heureux avec mes grands-parents, c'est les moments où ils m'apprenaient les choses, moi j'ai des moments marquants, c'était des moments où mon grand-père me disait, pauvre ou riche, tu dois repasser ta chemise, il m'apprenait à repasser, donc je vois le fer à repasser qui fume, machin. Je vois plein de choses comme ça où il me donnait mes valeurs. Moi et ma grand-mère, quand on faisait les porte-noms à Noël, pour la table, elle mettait des très belles tables avec l'argenterie, la porcelaine de famille, machin. Moi, tous ces moments où on m'apprenait l'élégance, c'est des choses que je retiens vraiment. Où on me forçait à lire, où on me disait qu'il fallait pas regarder la télé, toutes ces choses qui ont fait que je pense que j'ai tiré mon épingle du jeu par la suite, c'est ce qui est important pour moi. Et t'étais comme ça au collège, au lycée? Les chaussures cirées, tout ça, les chaussures cirées et tout. Oui. L'enfant que tu étais au collège, au lycée. Toujours propre sur soi. Toujours impeccable, toujours impeccable. Je me suis lâché au niveau du look très tard. Okay. Vraiment. J'étais très classique, on était très classique, hein, puis en plus nous on était quadruplés. Donc en gros, c'était vraiment les vêtements, ils étaient prêts dans des caisses alignées comme ça, machin. Ah oui, d'accord. Tu pouvais pas te changer n'importe comment, tout était prévu, repassé. Enfin, c'était vraiment l'armée quoi. Et t'es encore un peu comme ça aujourd'hui? Maintenant, je fais très attention. C'est l'armée chez toi, tout est pas toujours très rangé, machin, parce que bon, je cours partout dans tous les sens, mais je fais très attention, les looks, tout est repassé, tout est bien fait. Là, tu vois, il y a ma femme de ménage qui vérifie toujours le dressing, que tout soit dans les couleurs, les machins et tout est classé, quoi. Okay, Est-ce que ça te prend un peu de charge mentale ou c'est devenu naturel chez toi? J'aurais plus de charge mentale si c'était pas fait. Quand c'est le bazar chez moi, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, ça fait brouillard mental derrière et après, un peu les idées un peu, quand c'est pas rangé, je pense que c'est comme dans la tête, hein. C'est la catastrophe, quoi. Mais, je me suis détendu avec les années parce que j'ai trop de choses à faire, donc je peux pas être sur tous les trucs, sur tous les fronts. Il y a quelques années, c'était pire. C'est-à-dire que j'habitais dans un immeuble, j'étais au 4e étage. Au rez-de-chaussée, il y avait la loge de la gardienne qui était un dressing où il y avait mes fringues pour la télé, les fringues pour la vie, machin. Tout était remonté, redescendu, machin. C'était un vrai délire de maniaquerie, machin. Même quand j'étais en tournage, je devais manger que la même chose, qui devait être pris chez une dame qui faisait des soupes de lait. Enfin, c'était très précis. Tous les jours la même chose, jamais de surprise. Fallait que tout soit préparé comme un athlète. Okay. Donc je peux être très comme ça, très toqué. Mais ça te fait du bien d'être comme ça. Moi, ça me soulage parce que j'ai pas à réfléchir à ça et je peux réfléchir à mes vannes, à plein de choses. Je réfléchis tout le temps à plein de choses et donc du coup, ça me permettait de gagner du temps.
Je veux dire, à un moment, on avait un traiteur qui cuisinait des trucs différents tous les jours. Bon, mais tous les jours, avoir cette surprise, plus la digestion, parce que tu manges un truc différent et tout, j'étais hyper mal, tu vois, j'étais hyper mal. C'est un peu comme le Steve Jobs qui avait toujours le même t-shirt, le même bas. Et en fait, à chaque fois, il s'habillait pareil, justement, parce que il voulait pas avoir cette charge mentale de se dire, chaque matin, de se dire, ok, ben, je vais mettre quoi. Ouais, et donc, on retrouve un peu de ça. Il y a un peu de ça. Moi, ça va être pour la bouffe, pour que ce soit tout rangé, faut que ce soit tout bien et tout. Enfin, c'est... Trop bien. Et pour du coup revenir à l'enfance, quelle relation un peu t'avais avec tes parents? Alors ma maman, j'étais le chouchou de ma maman, donc j'étais tout le temps sous sa jupe, je parlais à aucun adulte, j'étais tout le temps avec elle, je voulais qu'elle quitte mon père et qu'elle se marie avec moi, donc je t'ai fait un truc, j'étais pas un truc vraiment taré. Mais c'est trop mignon à la fois aussi. Oui, non mais ma maman c'était vraiment, puis même maintenant on a une relation très fusionnelle, mais et mon papa, je sais pas, j'avais un mépris pour mon père, c'était assez terrible. Il était, vu que je le trouvais un petit peu, je sais qu'il m'a aimé, je sais qu'il m'aime, enfin il fait ce qu'il peut parce qu'il était face à une personne qui posait beaucoup de questions. J'étais hyper proactif, très très énervé, toujours à vouloir chercher des solutions à tout machin. Et lui était quelqu'un avec ses ignorances, les trucs de l'époque. Enfin tu vois, maintenant il a quoi, 70 et quelques, je sais plus. Mais bon, il était, il m'aimait comme il pouvait, il faisait ce qu'il pouvait. Mais du coup, il le faisait mal. Du coup, moi j'étais hyper frustré et voilà. Et je pense qu'il avait un regard sur moi, genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense que je voulais tout le temps me déguiser, je voulais aller avec des shorts à fleurs à l'école, pour lui, j'étais le fils, tu vois, d'origine sicilienne, un peu ignorant. Bon, pour lui, c'était la catastrophe d'avoir un fils comme ça. Donc, je pense qu'il a fait les choses comme il pouvait. Du coup, il distribuait des baffes. Bon, forcément, tu vois, mais moi, je n'ai j'ai pas de rancœur, j'ai pas de machin. On n'a pas vraiment on se connaît pas, tu vois, on n'est pas, et très jeune, c'était déjà comme ça. Mais je regrette pas, je me dis pas, moi quand les gens commencent à me plaindre, ça m'énerve. Je dis non, mais moi, je suis très content d'avoir grandi comme ça, parce que ça m'a donné ma force, ça m'a donné une certaine retenue, ça m'a donné plein de choses qui font que je suis moi. Mes parents, tu vois, ils m'ont pas soutenu dans mes choix de carrière. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis arrivé aussi loin. Donc je veux pas m'apesantir, tu vois. Mais oui, j'avais un père, je l'ignorais un peu, et puis quand j'ai grandi, c'était de pire en pire. C'est-à-dire que on se faisait que des coups en douce. C'était des deux côtés. Ah ouais, des deux côtés. Lui me faisait des coups foireux, et puis moi derrière, je le faisais souffrir, quoi. C'était un peu, à l'adolescence. J'étais un peu con avec lui. Est-ce que c'est pour ça justement que tu étais plus proche de ta mère, pour quand même avoir ce lien parental? J'ai été proche de ma mère un temps, et après j'étais très proche de mon père pendant la préadolescence, et quand je me suis aperçu qu'il me prenait pour une bille, je me suis rapproché de ma mère, et là je lui ai réglé son compte à lui, quoi. Mais mes parents ils se sont déchirés pour le divorce, et du coup à un moment j'ai fait le choix de choisir mon père pour emmener mes frères et sœurs, et au final je me suis aperçu qu'il m'avait un peu manipulé, et quand je me suis aperçu de ça, là ça a été la fin. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il voulait obtenir la garde. En fait, mes parents se battaient pour la garde, ma mère se battait parce qu'elle voulait ses enfants, et lui il se battait parce que, pour de mauvaises raisons, il se battait parce qu'elle l'avait humilié en divorçant, et donc il a dit je vais te prendre tes gosses. Donc, et ça je l'ai compris en grandissant. Moi petit, il disait mais ta mère elle est folle, ça va pas, nanana. Et donc du coup, tu te retrouves dans un truc où quand t'es enfant, t'as peur. Donc quand j'arrivais, ma mère était hystérique, donc je me disais mais oui elle est folle. En fait elle était hystérique parce qu'elle m'aime, parce qu'elle était hystérique de me voir. Et donc en fait il a fini par avoir la garde. Donc c'était des moments mais hyper compliqués. Et donc après quand je me suis aperçu qu'il me mentait, ou qu'il prenait pas soin de mes frères et sœurs, ou des trucs comme ça, alors que j'avais fait ce choix de tous nous prendre avec pour aller chez mon père, quand j'ai vu qu'il prenait pas soin d'eux, ou qu'il était, des fois c'est juste il faisait mal un truc, tu vois, mais je devenais fou. Parce que je m'en voulais à moi aussi. Et t'es dans une famille de quadruplés. Ouais. Et tu dis je les ai emmenés avec moi. Pourtant vous avez le même âge, mais tu t'es quand même positionné en tant que grand frère. Ouais, j'étais leader quand j'étais petit. Il y avait moi ou une de mes sœurs qui travaillait avec moi aujourd'hui. On était vraiment les leaders, et donc on influençait quand il y avait un choix à faire et tout. On faisait bloc. Et surtout, on pouvait pas nous séparer. On était 4 enfants. On était 4 jumeaux, donc mes parents se sont battus aussi longtemps parce que il fallait pas nous séparer. Donc c'était très compliqué. Il y a ce lien jumeau, je le vois même moi aujourd'hui. Il y a Sam, un de mes amis, qui est du coup jumeau avec sa sœur. Tu vois qu'il y a quand même un lien qui est quand même très spécifique par rapport à d'autres frères et sœurs, comme moi par exemple avec ma sœur. On a un lien très fort, on est hyper fusionnel, etc. Mais il y a ce truc de jumeaux à chaque fois qui... C'est au-delà de... moi par exemple avec ma sœur jumelle, alors en plus j'ai un vrai jumeau, avec ma sœur jumelle on est faux jumeaux.
je peux te dire qu'on travaille ensemble. Au moment où elle a une intuition, et je peux te dire que sur des trucs, enfin, tu vois, on négocie des gros contrats, des trucs machin, des fois c'est pour la télé, des fois c'est pour des projets énormes et tout ça. Quand on a une intuition sur quelqu'un ou quoi, à la même seconde, on a enfin, si elle a un doute sur quelqu'un, je l'ai aussi. Et moi, j'ose pas en parler. En plus, moi, au début, je fuis. C'est quand j'ai quelqu'un sur qui j'ai un doute, je fuis les réunions. Je dis, ah oui, je te laisse avec, machin, là. Et en fait, par exemple, au bout d'une semaine, elle va me dire, écoute, j'ai un doute là-dessus. Je fais, oui, moi aussi. Et là, elle me dit, pourquoi? Je l'avais dès le début. Et elle comprend pas pourquoi je fuis. Parce que, bon, des fois, elle se dit, bon, il a quelque chose à faire, il s'en fout. Parce que moi, je suis toujours un peu léger, tu vois. Mais on a toujours les mêmes intuitions. Et même ce matin, là, il y a eu un sujet. Elle m'a dit, je négocie ça. J'ai fait, bah putain, c'est ça que je t'ai dit, que je voulais te dire de négocier. J'avais oublié. Mais c'est fou. Ah ouais, c'est incroyable. Et en fait, tu parlais beaucoup de ton père. Aujourd'hui, tu retiens quoi de lui durant l'enfance? Je retiens quelqu'un de dur qui était pas forcément fait pour avoir d'enfants. Et en fait, ils ont eu des enfants. Bon, ma mère voulait consommer son mariage, elle était très chrétienne, machin, tout ça, elle venait du Vietnam, machin, donc très tradie. Et mon père, il voulait une femme un peu soumise, la petite Viette, machin, donc il s'est trompé parce que ma mère était pas du tout l'inverse. Il est tombé sur un os. Et en fait, le truc, c'est que je pense que il a fait ce qu'il a pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. En fait, quand tu as des quadruplés, ça détraque tout. Parce que déjà, il faut être hyper complice. Eux, ils ne l'étaient pas. Il y avait un choc de culture énorme. Ils voulaient annuler leur mariage 15 jours après. Sauf que c'est les parents qui leur ont dit, ah non, mais attendez, vous nous avez fait chier pour vous marier. Et donc, en fait, ils sont restés ensemble un peu par dépit. Donc après, ils se sont vraiment entretués, quoi, parce que ils en pouvaient plus, 4 enfants en plus. Donc, je dirais, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils étaient traumates, quoi. Enfin, donc j'en veux pas, je sais que c'est comme ça. Puis à l'époque, tu sais, il y avait beaucoup d'ignorance. Aujourd'hui, tu vois les parents de maintenant, qui sont surinformés. Et les parents de l'époque, où ils étaient là, bah, ils faisaient un peu comme ils pouvaient. Bon, bah, il s'est cogné, allez hop, mets-lui une patate. Enfin, tu vois, c'était des conneries. Enfin, tu vois, ils faisaient que des conneries. Et 4 enfants, mais c'est de l'impro total. Donc, je dirais, il a fait ce qu'il a pu, mais il n'était pas fait pour avoir d'enfants. Et il s'est retrouvé avec des quadruplés, donc l'enfer, quoi. Et ils se sont divorcés, t'avais quel âge? Ils se sont séparés quand j'avais 5 ans. Et leur divorce, il a duré des années. Je crois qu'ils ont fini de divorcer, mais il y a pas si longtemps, quoi. Ça a dû être, c'était sanglant. Ça a dû être les montagnes russes, même toi dans ta tête, même tes frères et sœurs. Bah, je suis parti très tôt de la maison. Moi, je suis parti à 16 ans. J'ai dit, je m'en vais. Je peux pas. C'est plus possible. Je m'étais occupé de mes frères et sœurs. J'avais protégé tout le monde. À un moment donné, j'ai dit, bon, je fais ma vie. Donc, je suis parti. C'était quoi le déclic? Je suis tombé amoureux de mon coiffeur. Je suis allé mes parents m'ont forcé à aller chez un coiffeur parce que alors je m'étais séparé d'une copine, bon bref, je la fais courte. Je m'étais séparé, j'avais pas le moral, je me laissais un peu aller et en fait, ils m'ont dit bah va chez ce coiffeur, c'est un nouveau coiffeur et tout ça. J'ai été chez ce coiffeur, il a débarqué dans le salon, j'ai fait oh putain, le mec, toutes les meufs elles se retournaient sur lui, il était tatoué et tout, il était beau gosse, un italien et tout. Je dis putain mais c'est ça la vie, enfin faut être comme ça quoi. On lui mettait toujours un billet dans la poche. Je me suis dit c'est ça et au final en quelques mois j'ai négocié avec mes parents pour faire un stage. Il a essayé de se rapprocher pendant le stage. Je suis rentré chez mes parents, j'ai dit je veux plus y aller. Mes parents m'ont dit bah non tu nous as fait chier, tu y retournes. Et en fait je pense que si mes parents avaient su, ils m'auraient jamais autorisé à y retourner tu vois. Mais donc du coup bon faut pas refaire le monde mais genre du coup après je suis parti avec lui ouais. Ok je comprends. Et tu disais que donc t'étais sorti avec Séverine. Là, donc avec ton coiffeur, comment t'as su du coup que t'étais gay? Comment t'as fait ton coming out? Comment ça s'est un peu passé? Ben, alors déjà, je sais pas. Je pense que moi, j'aime un peu tout le monde, donc j'ai pas de. Je pense que j'ai su avec lui. En fait, je suis juste parti avec lui et j'étais même pas amoureux au début. Je pense que j'étais tellement fan de ce qu'il était, ce qu'il représentait, que je suis tombé amoureux après. Enfin, au début, c'était de l'admiration et au début, je voulais être lui. Tout ce qu'il représentait, je l'étais pas. Enfin, t'as besoin d'être fan de la personne avec laquelle tu es? Pas forcément, mais là, à cet âge-là, avec tu sais, t'es impressionnable quand t'as 16 ans. Tu vois ça, tu dis putain, mais c'est ce que je veux être, quoi. Et t'avais ces phases de visualisation en plus que tu nous disais tout à l'heure. Et puis je voyais, lui, il rentrait dans une pièce. Enfin voilà, on le regardait, on avait envie de lui. Dès qu'il faisait gicler des cheveux, tout le monde le regardait. Enfin. Et toi, t'avais besoin de nourrir ça en plus, un peu durant ton enfance, comme tu disais. Ben j'avais besoin de nourrir ça, mais en plus, je sais pas, il avait une attitude. J'avais jamais vu ça de ma vie. Il avait confiance en lui, bombait le torse. Il avait pas de diplôme, il avait pas une éducation de dingo, il avait pas un vocabulaire de dingo, mais il avait cette attitude, cette posture. Donc je me disais mais putain mais c'est ça que je veux quoi. Et après, je me suis aperçu que dans ce milieu, moi j'avais des bagages en plus
puisque j'avais fait un peu plus d'études, j'avais fini le lycée, machin, et j'avais une éducation un peu bourgeoise, un peu machin, qui m'a amené beaucoup de vocabulaire, une sorte d'aisance. Enfin, forcément, quand tu as beaucoup lu, quand tu as beaucoup machin, tu sais t'exprimer. J'avais eu l'éducation de mes grands-parents, donc je voyais très bien que j'avais un truc en plus et que dans ce milieu, j'allais faire la différence. Et c'est aussi ça qui m'a ouvert toutes les portes. Je pense que être simple coiffeur, c'est bon, bah t'es coiffeur, attention, je dénigre rien, hein, c'est le plus beau métier du monde, hein, moi c'est ce qui m'a fait réaliser tous mes rêves, mais on a fait de courtes études souvent dans la coiffure, et donc moi souvent je suis face à un problème, c'est que je me dis putain, des fois les gens ils savent pas s'exprimer, ils savent pas se positionner, naninana, mais parce que forcément bah, c'était un métier à la base qui était une voie un petit peu rapide, une voie de garage on disait à l'époque. Moi je savais que j'avais des bagages en plus, et c'est pour ça que c'est très important, moi je dis toujours à mes employés ou aux jeunes que je rencontre, je dis, les bagages en plus, c'est des bagages. Ouais. Il faut pas se dire, ah, j'ai fait trop d'études ou nanana. Il faut pas se dire, j'en fais trop, je lis trop, nanana, je m'informe trop. C'est toujours des bagages. Moi, je sais que ce qui m'a ouvert les portes, c'est parce que j'étais nickel, parce que je m'exprimais mieux qu'un autre coiffeur, parce que j'étais ci, parce que j'étais là. Et il y a eu des moments, j'ai été dans des endroits, même en étant avocat, j'aurais jamais pu accéder à ces sphères-là. Donc, il faut toujours, je sais plus qui c'est, j'ai lu un truc sur quelqu'un, mais je sais plus qui c'était, qui avait fait de la, mais c'est le mec qui a inventé Apple ou je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle. Steve Jobs Qui avait fait de la calligraphie. T'as entendu cette histoire? Ah non. Qui a fait de la calligraphie à la fac. En fait, à un moment, il avait arrêté les cours, il en avait marre, machin. Là, il s'est inscrit à un cours de calligraphie. Je crois que c'est lui. Je veux pas faire d'erreur, hein, mais je crois que c'est lui. Et en gros, il a fait de la calligraphie. C'était pour une fois, il faisait un truc pour lui. Pour une fois, il pensait à lui. Et en gros, par la suite, quand il a inventé Apple et tout machin là, et qu'il a fait les plusieurs typos machin là, il a fait la différence alors qu'il avait pris un cours juste pour lui, mais en fait, ça lui a servi par la suite. C'était le fameux bagage dont tu voilà. parlais. Okay. Et donc, je dis toujours aux gens, faites attention à tout ça parce que, en fait, le moindre bagage, le moindre truc que vous prenez, enfin, moi, à un moment, je servais des tartines dans un truc où j'ai travaillé dans un cabaret et on m'a mis sur scène, on me faisait boire pour être sur scène parce qu'à un moment, il y avait plus d'artistes et tout ça. Ça m'a appris à combattre ma timidité. Aujourd'hui, je suis toujours sur scène. Je fais du théâtre, je réalise plein de rêves et tout ça. Je fais des plénières devant 200 personnes dans des amphis parce que quand j'arrive, mais j'en impose, enfin parce qu'en fait mais parce que je me souviens où je faisais le groom dans ce cabaret où je me chiais dessus parce que j'étais trop mal et tout ça, mais tous les trucs que j'ai pris même quand j'étais pas coiffeur, ça m'a permis d'être la personne que je suis, tu vois. Donc il faut jamais se dire ah bah non, faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Je me souviens même dans le monde de l'éducation, je me souviens que quand t'avais une mauvaise note ou etc et tout, et j'avais beaucoup de profs qui comparait le fait d'avoir une mauvaise note à par exemple ah bah tu vas finir en CAP coiffure, tu vois. Oui, et on dénigrait toujours par exemple ça c'est fou ça. La coiffure comme même d'autres je me souviens plus, on prenait surtout cet exemple là, mais même avec d'autres métiers qu'on dirait qui sont pas ouf, bah alors qu'en fait comme tu dis, moi quand j'ai dit que j'allais être coiffeur, mais je te dis pas la gueule de mes parents, ma mère elle est tombée à genoux, un malaise. Genre elle est tombée à genoux. Alors en plus tu dis que t'es gay, tu vas vivre avec Kevin. Comment tu l'as annoncé ça d'ailleurs? C'était horrible. Bah, j'ai pris la main de la personne, enfin de ce Kevin. Enfin en gros j'ai dit bon, il faut que je le dise. Moi je veux pas me faire choper. Mes parents, si quelqu'un nous reconnaît dans la rue, enfin machin. Donc j'ai dit je veux le dire tout de suite. Et en fait mes parents étaient en plein divorce et tout ça. Donc il y a eu un moment où il fallait passer devant le juge. Donc le juge a dit bon bah Nicolas veut partir. Il a 16 ans, mais il veut partir en concubinage avec son copain Kevin machin. Et donc ma mère, Cato, tradi, naninana, elle a pas compris, elle a fait quoi. Et en fait, elle s'est jetée sur le juge et elle a dit quoi? Mais non, c'est pas possible, machin, c'est pas un PD, c'est vous le PD. Enfin, elle a insulté le juge et tout, machin. L'avocate qui la tenait et tout, l'enfer. Ah oui. Ça, j'ai jamais raconté, mais l'enfer. Donc, il y a eu plein de trucs comme ça, plein de sujets comme ça où on était dans l'urgence, fallait que je parte vite, que je fasse mes valises. Enfin, c'était mon père, il voulait plus me voir, mon père, il m'a plus jamais regardé dans les yeux après ça. Hein. Il a toujours été, même quand je me suis séparé de ce mec, il est venu me voir, il m'a dit bon ben maintenant tu vas pouvoir chercher une meuf. Ouais, l'acceptation n'était pas du tout rendue. Non, mais même moi après je suis reparti avec une meuf à mes 25 ans parce que je me suis dit bon bah peut-être que, enfin tu vois je me suis dit bon. Et même maintenant je me dis je sais pas avec qui je finirai ma vie. Là pourquoi je suis homo, pourquoi je suis bien machin, c'est parce que je trouve que la relation est plus simple et parce que je me sens plus en sécurité, mais je pense que c'est aussi par rapport à ma vie, mon enfance, il y a peut-être des trucs, tu vois, j'ai pas eu de père, enfin, c'est débile, mais tu sais pas pourquoi machin. Mais je me dis pas, je vais finir avec un mec toute ma vie, je sais pas. T'avais dit dans une interview, c'était peut-être avec Jordan Deluxe, je sais plus, où tu disais comme quoi, toi ce qui t'intéressait c'était l'âme de la personne. Ouais.
Ah ouais. Et moi, c'est l'âme, l'humour, la manière dont on va traverser la vie. Enfin, moi, je compare beaucoup à la relation de mes grands-parents. Genre, c'est des gens, voilà, ils avaient de l'humour, ils avaient la vanne, ils avaient le truc, ils avaient beau se taper dessus parfois, ils traversaient l'adversité, ils restaient debout, machin. Moi, c'est ça que je cherche, tu vois. Moi, le physique, le machin, là, le sexe ou quoi. Bon, ben ça, enfin, tu vois, il y a tout ce fan, tu vois, la beauté, c'est éphémère, l'argent, ça va, ça vient. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui passent. La seule chose qui te fait tenir, c'est quand même l'humour, c'est quand même quand il arrive un malheur de dire bon allez, vas-y allez ta gueule. Enfin, tu vois, c'est d'avoir ce truc ou quand t'es malade à l'hôpital, d'avoir quelqu'un qui te dit bon allez, qui joue avec ton lit, tu vois, qui joue avec tes commandes, qui va faire des conneries, qui va dire bon allez remets-toi machin. Moi c'est ça, ou quelqu'un qui va comprendre aussi pourquoi je veux changer le monde, pourquoi je veux aller aussi loin. Tu vois, j'ai eu des relations où les gens comprenaient pas pourquoi je faisais tout ça, pourquoi je travaillais autant, pourquoi je voulais parfois briller ou quoi. Moi à la base je voulais avoir de l'impact, je voulais inspirer une génération, je veux tout ça. Donc ça demande du temps, ça demande tout ton temps libre, ça demande là par exemple je suis célibataire depuis un moment, bon je sais très bien pourquoi. J'ai des mecs ils disent mais attends, il y a pas de routine, c'est relou, tu t'en vas tout le temps, enfin tu repars, tu reviens, t'as pas le temps, puis après c'est tes potes, t'es jamais tout seul. Mais oui, mais parce que c'est le prix. Enfin tu vois Et toi t'es bien avec ça? Ah oui. Des fois j'en souffre. Enfin parfois c'est dur de pas partager sa vie à quelqu'un. Des fois moi je vois des potes à 18h ils sont chez eux, ils sont en train de faire à manger, machin, mais ça me fait mal des fois. Oui, ça fait mal au cœur. Mais je sais que ou comme le fait de plus avoir de vie privée, tu vois, quand tu vois ta vie un peu exposée dans un article ou dans un truc, ça fait chier. Ouais. Mais si tu veux de l'impact, si tu veux être reconnu pour ton talent et essayer d'inspirer les gens, tu perds quelque chose. T'es obligé de faire un choix. Tu peux pas tout avoir. Enfin, c'est très rare. Ou alors c'est du fake. Je sais pas. Moi, je sais que je me suis dit bon, bah, il faut faire un choix. Je me dis je ferai peut-être ma vie plus tard ou je me marierai peut-être sur le tard, je sais pas, ou alors je trouverai quelqu'un qui va comprendre tout ça. Mais je me dis bah des fois quand j'en souffre je me dis bon bah ouais mais t'as fait ce choix. Et tu crois au coup de foudre ou pas? Ah oui, j'en ai eu. Ouais. Ah oui, t'en as eu. Et est-ce que du coup Kevin c'était donc ton premier copain? Ouais. Ouais. Et du coup comment que ce soit avec lui du coup ou même avant de faire ton coming out, comment un peu ça s'est passé? C'était quoi un peu le style de discussion qu'il y avait qui faisait que bah t'osais peut-être pas au début d'en parler à tes parents ou ce genre de choses? Les périodes de doute. C'était très rapide. Hein. Ça a été quand même très. Ouais, ah okay. Oui, dès qu'il a essayé de se rapprocher de moi, je suis rentré en pleurant. J'ai dit que je voulais plus y retourner. Ils m'ont forcé à y retourner. Puis après, très vite, dans les semaines qui ont suivi, quand j'ai vu que je me rapprochais, okay. Moi, j'attends pas. Je te dis, j'ai eu cet événement quand j'étais enfant et j'ai dit à mes parents, dès qu'il m'arrivait un truc, je vous le dirai. Donc dès que je me faisais arrêter par les flics, dès que je faisais une connerie, dès qu'il arrivait un truc, je le disais. Donc là, j'ai dit, ben voilà, je sais pas ce que je suis, mais je veux être avec lui. Je comprends. Et c'est toujours comme ça, tu vois. J'ai pas peur. En fait, pour tout vous dire, il y a eu un décès autour de moi quand j'étais gamin, et quand les parents ont découvert le journal intime, ils ont plus reconnu leur fils. Et je me suis dit. Ton journal intime? Non, de l'enfant qui était, de l'ado qui était, tu sais, à une époque, quand t'es ado, il y a des ados qui se suicident, des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas si vous avez connu ça quand vous étiez jeune. Nous, à mon époque, pendant l'adolescence, il y a eu plein de jeunes que tu les retrouvais pendus, des trucs comme ça. Bon, bref, c'est pas gay. Mais, en gros, et les parents avaient retrouvé le journal intime, mais ils avaient pas reconnu leur fils. Alors que c'était un mec beau, populaire, qui avait tout machin. Et ben, en fait, il allait mal. Et j'ai dit à mes parents, moi, je veux pas ça. Genre, je veux tout, je veux que vous sachiez tout, comme ça, s'il m'arrive un truc, bah, vous aurez pas de surprise, quoi. Mais en échange, d'un côté, il y a le côté de, si tu dis tout, t'avais pas peur de te faire juger en retour sur n'importe quelle autre chose, hein, en dehors de... Bah, ça fait mal, mais, enfin, oui, quand mes parents, ils m'ont jugé, ou quand mes parents, ils m'ont dit, bah, dehors, ou, enfin, démerde-toi, machin, oui, mais, non, je me suis toujours dit, c'est comme ça. J'ai découvert une passion, j'ai découvert l'amour, je me casse. Enfin, c'est la liberté. Quand je suis parti, je te raconte pas, j'avais un truc qui partait de mes épaules. J'avais plus mes frères et sœurs à charge, j'avais plus mes parents à gérer, j'avais plus cette image tout le temps d'être l'enfant parfait, de machin là. Je partais, puis j'avais le monde. J'avais plus de thunes, ça c'était parce que ça aussi, hein, quand je suis parti de ma famille où j'avais une carte bleue de retrait avec mon argent de poche et que d'un coup je me suis retrouvé avec une paye d'apprenti, ça c'est la loose, hein, ça. Je savais pas comment gagner de l'argent. Je savais pas, je connaissais pas. Même maintenant, je sais même pas comment gérer mon argent. Donc, j'ai eu un problème avec l'argent.
En fait, je veux avoir assez pour vivre, mais je sais même pas quantifier combien il faut pour vivre. Ah non, moi je suis hyper j'ai une distance avec l'argent. Même ce matin, ma soeur elle me dit t'as pris de l'argent, t'as fait ça, t'as pas compté. Je dis bah non, j'ai pris, j'avais besoin. Pour moi, l'argent c'est une donnée. C'est pas un je vais me payer ça, je prends 10 balles. Je retiens pas le prix des choses. Pour moi, l'argent c'est après je suis un artiste donc je suis hyper l'argent c'est très spontané. Ouais, c'est spontané quoi. Et t'as l'air de tout vivre à fond, de ta vie pro, perso, enfin vraiment t'as l'air de tout vivre à fond. L'amour, c'est quelque chose qui peut être très passionnel, qui peut à la fois nous remplir, nous emplir et aussi nous détruire. Toi, c'est quoi l'histoire d'amour qui t'a le plus marqué, qui t'a fait vibrer le plus fort possible, positif comme négatif? J'ai eu quelqu'un pendant 7 ans. J'ai eu quelqu'un pendant 7 ans et on s'est quitté quand j'ai commencé à devenir célèbre. Et ça, c'était une des plus belles histoires de ma vie parce que j'étais avec la personne la plus gentille au monde. Bon, et on est toujours très proches. Hein, on a passé le week-end ensemble, mais c'est quelqu'un de très gentil, de très généreux, machin. C'est quelqu'un, je pense que ça a aussi détruit le fait qu'on se sépare. Ça nous a détruit tous les deux, ça nous a changé tous les deux. Et c'est quelqu'un qui venait pas du même monde, pas du même milieu, machin. Et c'est quelqu'un que j'ai forcé pendant 7 ans à être ambitieux, à rêver, qui ne rêvait pas, qui ne comprenait pas, qui venait d'un milieu très modeste. Il venait de Molenbeek, donc tu vois, c'était vraiment, il était enfermé, il vivait avec sa mère, machin. Les frères et sœurs, ça bossait pas trop là-dedans, enfin tu vois, c'était pas machin. Et aujourd'hui, enfin voilà, il est hyper ambitieux, il était directeur réseau pour une grande marque, enfin machin. Alors que à la base, il arrive à Paris, il avait envie de rien faire quoi. Donc ça c'est quelqu'un qui m'a rendu meilleur, c'est quelqu'un, on s'est connu par internet et on s'est parlé et en fait c'est quelqu'un qui m'a ramené aux choses simples alors que moi je perdais un peu de vue l'essentiel et je pense que c'est l'histoire qui m'a fait le plus vibrer. Mais je dirais que la première m'a fait vibrer le plus parce que je me rappelle que la première, quand on s'est séparés, je lui ai dit tu verras, je deviendrai le meilleur coiffeur de France. Ça c'est fou. Tu me verras partout Incroyable. et tu regretteras toute ta vie. En fait, ça a été le moteur du départ. C'est là que je me suis dit, premier chagrin d'amour, j'ai dit, ah non, putain, alors là, je vais tout niquer. Enfin, là, je veux devenir meilleur que lui, plus célèbre, plus machin, plus de trucs, et je vais devenir la personne que je rêvais d'être. Et ça a été le moteur. Et après, bon, les autres amours, ça a fait quelque chose, ça a construit, mais j'en ai toujours fait une force. Moi, une rupture, ça dure une semaine que je déprime, et puis après, je me dis, bah attends. Tu passes à autre chose. Je passe pas à autre chose, mais je me dis, je vais montrer à cette personne qu'elle va regretter de m'avoir fait mal, quoi. Ouais. Donc pas en vengeance, mais plus montrer ce qu'elle va rater. Et je pense que quand tu en fais un truc comme ça, c'est pour moi un jour de déprime, c'est un jour en moins dans ta vie. Et la vie passe trop vite. C'est aussi parce que j'ai eu des pertes et c'est aussi parce que j'ai vu des choses se passer dans ma vie que je me suis dit un jour, c'est un jour en moins et donc je m'interdis, moi des fois je fais ça et je dis non, tu peux pas déprimer. Moi la déprime, c'est un jour par an ou 2 jours par an où je reste enfermé chez moi. Je ne veux voir personne parce que je veux pas qu'on me voit comme ça. Donc, mais parce que pour moi, on peut pas infliger ça, quoi, tu vois. Mais c'est encore la retenue que j'ai de mon enfance, tout ça, quoi. C'est pour ça que t'as toujours le sourire, t'as toujours le smile tout le temps. Là, t'es arrivé dans le studio directement le sourire. Ah, ça y est. Parce que tu peux pas faire subir. Enfin, je trouve que c'est quelque chose que je garde pour moi. Je sais pas comment l'expliquer. C'est quelque chose que je garde pour moi. Il y a des moments de pénibles, mais des moments très difficiles, mais je les garde pour moi. Ou même à un enterrement, j'essaie de faire rire les gens. Moi, c'est terrible. Hein. Est-ce que c'est pas une manière de te protéger aussi? Je sais pas si je me protège parce que si je me protégeais finalement j'aurais pas fait les choix que j'ai fait de carrière ni de machin parce que ça te protège pas d'être exposé. Mais je dirais j'ai eu un moment où j'ai eu un vrai down et je me suis réveillé de ça et je me suis dit plus jamais. C'était à quel moment? Quand j'avais 25 ans, je m'étais séparé d'un mec qui comptait beaucoup pour moi et là mon monde s'est écroulé, tu vois. Je pensais que j'allais rester avec lui toute la vie et mon monde s'est effondré et je me rappelle que j'ai déprimé au point de me dire je vais sauter par la fenêtre. Je pouvais pas respirer. Sans lui, je pouvais pas respirer. Je me rappelle, j'avais croisé dans la rue. J'avais eu un accident juste après parce que je l'avais croisé. Genre, et je me suis dit, mais je me rappelle, je me suis enfermé chez moi. Même ma sœur était venue m'aider et tout. Et quand je me suis réveillé, je pense que j'ai dormi pendant une semaine, un truc comme ça. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, ah non, c'est fini. Ça sera plus jamais comme ça. Et depuis, ça l'a plus jamais fait. T'as eu ce déclic là Ouais, je me suis dit, c'est un jour en moins dans ta vie. Il est hors de question que je passe ma vie. Ça a fêlé un truc, je pense, dans ma tête, je sais pas. Mais tant mieux. Hein. Et après,
du fait que tu sois du coup maintenant connu et célèbre, est-ce que t'as pas l'impression, donc c'est ton propre ressenti, des fois, du fait d'avoir une grosse communauté, de passer à la télé, etc., de te cacher derrière une apparence? Welcome to sous les apparences, let's go. Non, mais Je pense que j'ai une chance inouïe d'avoir été naturel dès le premier jour de tournage. Moi, j'ai très vite compris ce qu'on attendait de moi. Donc, j'ignorais les caméras. Tu vois, on me disait, regarde pas là, regarde machin. C'était parti. J'ai très vite compris et je voulais faire rire les gens qui étaient sur le plateau. Je savais que si j'arrivais à faire rire des techniciens, ça voulait dire que la chose allait être bonne. Tu vois. Et je savais qu'il fallait être bon. J'avais été préparé, donc je savais qu'il fallait être bon au moment où on allait me le demander. J'avais tellement attendu que j'étais prêt. Et tant que j'étais pas prêt, j'ai refusé de ça. On m'a proposé des trucs. J'ai gagné un concours de coiffure à 28 ans pour M6. J'ai attendu 31 ans ou 32 ans pour retourner. Parce que j'ai dit, je suis pas prêt. Mais le jour où j'étais prêt, j'étais sûr de moi. T'es préparé par qui? Comment? Pardon, je t'ai coupé, t'as été préparé par qui? Mes potes, mon entourage, moi, psychologiquement, je me préparais, je savais que ça allait péter. Mais je savais que le jour où ça pétait, je voulais pas choisir n'importe quel projet. Je voulais faire un truc où je faisais mon métier, où je donnais de la valeur à moi. Quand j'étais convoqué chez M6, j'ai dit, je veux faire mon métier. Je ne suis pas animateur, je ne vais pas être un imposteur. Après, plus tard, on verra. Mais là, pour l'instant, je veux faire ça. Et machin, donnez-moi une chance de faire ça. Et ils ont monté l'émission. Mais à la base, j'avais été repéré parce que j'avais rendu service sur un tournage, j'avais fait un tournage, mais sans conviction. J'avais aucune... comment expliquer ça? Il n'y avait aucun enjeu pour moi, je l'avais fait pour rigoler. je comprends. Et je pense que quand tu fais les choses sans conviction, pour rigoler, avec légèreté, machin, c'est là que t'es pris que t'es naturel et que t'es... Et donc j'ai toujours été comme ça. Et je pense que du coup, les gens m'ont connu... j'étais transparent. Et sur mes réseaux, je suis très transparent. Donc forcément que tu montres pas toutes tes galères. Tu montres pas quand je sais pas moi. Mais même, franchement, je montre tout. Ouais. Je suis pas quelqu'un de secret. Au contraire, moi, c'est un bon exercice pour moi de parler des choses et tout ça. Et quand j'ai pas le temps justement de m'exprimer, ça m'emmerde un peu, quoi. Parce que je me dis, putain, pour moi, ça me fait du bien de le faire. C'est un exercice. Il y a des gens qui pètent un câble avec ça. Moi, ça me fait jouer, j'ai l'impression d'être sur scène, c'est un vrai exercice positif pour moi, tu vois. Quand je suis sur scène, quand je raconte ma vie, avec mes conneries, mes machins, ça me fait du bien. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et surtout toi, en fait, avec toutes les activités que t'as, je pense que le fait que tu sois transparent, ça doit aussi vachement t'aider parce que ça t'enlève une charge mentale ok, je suis transparent, je suis comme ça et je vais être comme ça dans toutes mes activités, et ça doit sûrement t'enlever une charge mentale, non? Moi, ça m'apaise de Ouais. verbaliser, tu vois. Mais après, je sais pas, ça me l'enlève, mais ça m'en rajoute quand j'ai pas le temps de m'exprimer, quand j'ai pas le temps de faire les choses bien et tout ça. C'est là que ça me pèse. Là, maintenant, en ce moment, par exemple, le temps me manque, donc je dois faire que des choses, des deals ou des machins, là, il y a vraiment un côté influence qui est en train de me prendre le chou parce que, il faut honorer les contrats, le timing et tout ça. Sauf qu'en fait, en même temps, j'ai mon boulot de patron, que j'ai des business, encore dans tous les sens, que je fais des déplacements un peu partout. Bon, là, tu vois, là, je suis dans une période où ça me casse les pieds parce que il y a trop de pression, quoi. Période de Noël, toujours en plus. Voilà, tu finalises tout, tu finalises ton année, faut tourner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on tourne des vidéos en avance pour souhaiter les fêtes, pour ci, pour ça, parce qu'on a quand même envie d'être en famille ou de partir et tout, donc c'est un peu là je pédale comme un... Ouais, c'est le big rush, quoi. Ah ouais. Et t'arrives à prendre du temps pour toi? Non, j'en prends pas beaucoup. J'en prends pas beaucoup. Je sais que là, ça revient beaucoup sur la table où les gens me disent, mais attends, mais c'est pas possible, tu peux pas, t'as plus de temps libre, t'as plus de week-end, t'as plus de machin. J'ai pas beaucoup de temps libre, mais quand j'ai du temps, bon, c'est avec mes proches et avec les gens que j'aime le plus, et j'ai une chance d'être entouré de gens émouvants, intelligents, qui me foutent des complexes tellement ils sont accomplis, tellement ils se questionnent, ils me poussent à me questionner, des gens qui veulent faire leur vie avec moi, qui sont hyper, qui me lâchent pas. Donc en gros, quand j'ai des moments, c'est des moments tellement quali que je peux pas. J'ai trop de chance. Je t'en parle, j'ai larmes qui montent parce que j'ai les gens les plus smart autour de moi. J'en ai pas beaucoup. J'ai mis du temps à les trouver, mais c'est les gens, quand ils me font une surprise, quand on fait un truc et tout, même si ça dure 3 heures, 4 heures, 5 heures, j'ai tellement pris d'amour et d'énergie
que c'est Meilleur cadeau du monde. je pense que, mais je te jure, hein, j'ai une chance, je me le dis tous les matins. Je me dis, même si ma vie elle est à 100 à l'heure, que c'est compliqué, enfin des fois c'est trop quoi. Mais j'ai tellement tout ça à côté que je me dis bon bah je fais ça quelques années, je sais que c'est éphémère tout ça, tu vois, ça peut pas durer la vie. Ça peut pas durer la vie. Mais tant je le fais, je travaille bien dur et tout ça, et après je serai avec eux, j'aurai eux. Donc je m'en fous de. Il y a cette notion un peu d'instant présent que tu vis à fond dans les moments où tu vis ces événements. Puis c'est tout le temps des surprises. Et je pense que c'est ça qui fait que tu vas loin. C'est quand t'es très bien entouré. Moi avant je pataugeais tout. Même au moment où j'étais au maximum, j'avais l'impression que tu sais que j'étais à la télé, je tournais tout le temps machin. J'étais entouré de gens qui pensaient à ma place, qui faisaient de la merde, qui pensaient mal, j'étais mal entouré, tu vois. Et du coup, les choses étaient, je pensais que j'étais accompli, je l'étais pas, j'étais triste alors que je coffrais à mort, hein, mais j'étais pas bien et tout. Maintenant que je suis en train de tout construire comme je veux, mais laisse tomber, c'est génial, quoi. Ouais. C'est génial. Et puis, quand ça va pas, je les appelle et ils me disent, oh, calme-toi. Ouais, c'est ça, ils sont présents pour toi aussi, même quand t'as un petit tous les matins. Et à l'inverse, j'imagine, toi aussi. Mais oui, tous les matins. On s'envoie une blague. Tous les matins, c'est, allez, lève-toi, gros con, fais des abdos, machin, t'es qu'une merde, t'as pas fait tes abdos. Tu vois, c'est, bon, allez, t'es prêt, qu'est-ce que tu vas faire? Merde pour ton podcast, fais ci, fais ça, machin. De toute façon, t'es le meilleur. T'es le meilleur, t'es beau, tu vois, c'est ça. Nous, on se dit tout le temps ça. T'es le meilleur. Quand t'es dans la pièce, je suis sûr de moi. Quand t'es dans la pièce, c'est moi le premier, c'est moi le plus grand, c'est moi machin. J'ai des gens, quand ils sont avec moi, quand ils sont dans mon cœur, plus rien ne peut m'arriver. Et quand t'as trouvé ces gens-là, c'est là que tu deviens la meilleure version de toi-même. Ouais. L'entourage est tellement important. Ouais, de fou. Moi, avant, j'avais des amis qui, dès que je prenais une décision, même si je prenais une décision hyper ambitieuse, mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais dû faire ça comme ça. Tu sais, c'était jamais une, ça bandait jamais, tu vois. C'était toujours une demi-molle, tu vois. Genre, ah ouais, c'est bien. Ah ouais, mais pourquoi tu t'es habillé comme ça? Qu'est-ce que t'as fait là? Ouais, c'est bien, mais c'est pas. Et donc, à un moment, tu sais, t'arrivais à des dîners, t'étais même anxieux d'entrer dans la pièce. Putain, là, j'ai des gens, tu ouvres la porte, t'as les larmes qui montent parce que tu sais que tu vas jouir. Dès que tu vas rentrer. Non mais oui, tu sais que c'est mort, tu sais que t'entends déjà le rire, quoi. Ou ton seul but, c'est d'entendre rire la personne ou les personnes, tu vois. Tu sais que c'est ça, quoi. Et quand tu vis que comme ça, mais tu peux être pressé, stressé au bout de ta vie, machin, là, mais tu t'en fous, quoi. Tu t'en fous. Moi, ça fait 2 ans que je fais rentrer des carrés dans des ronds, mais laisse tomber, j'ai un enfer. Tu fais des quand tu dis tu fais rentrer des carrés dans des ronds, c'est quand tu fais l'impossible. Ah oui. Ouais. Et je fais ça tout le temps, mais je suis tellement bien entouré que je m'en fous. Tant pis. Et à contrario, tu répondais comment aux personnes qui t'ont beaucoup critiqué Un jour, j'ai dit stop. Ouais. En fait, j'étais un peu sous emprise, tu vois. Et je disais, ah ouais, ok, c'est vrai. Puis je me questionnais, je doutais de moi. Je me trouvais pas beau, je me trouvais pas si bien que ça. Alors que j'avais fait, des fois, je me disais, bon, attends, quand même, j'en suis arrivé là, c'est pas. Mais puis il y en avait qui me réconfortaient, tu vois, il y avait quand même d'autres amis qui me disaient oh mais arrête, c'est bien, enfin. Mais j'étais toujours partagé. Et un jour j'ai dit stop. J'ai dit c'est bon machin. Et un jour j'ai un ami on cherchait un livre à l'aéroport et il y avait marqué comment trouver les bons amis ou tu sais comment trouver ses vrais amis ou quoi, et il m'a dit tiens, tu devrais le lire. Il m'a vanné et là ça a résonné et j'ai dit c'est terminé. Je préfère avoir un ami ou 2 amis et avoir quelqu'un qui me pousse à conquérir le monde et qui m'arrête pas, quoi. Et typiquement, justement, un de tes anciens amis, entre guillemets, à qui justement tu voulais te séparer ou en tout cas arrêter la relation, comment du coup, là, du jour au lendemain, entre guillemets, tu lui dis stop, en fait? J'ai dit stop à tout le monde. Ok, mais concrètement, comment, quand tu dis stop, c'est-à-dire? Bah, j'ai levé les yeux, j'ai fait stop. Ok, c'est bon. Ok. J'ai dit, puisque ça se passe comme ça, finalement, je préfère m'éloigner. C'est ciao. Bah, quand les gens prennent pas parti pour toi, te défendent pas. Moi, je veux des amis qui vont enterrer un cadavre avec moi, qui vont me défendre, qui vont donner leur vie. Enfin, tu vois, moi là, j'ai des amis, mais genre, je me tuerais pour eux et ils se tueraient pour moi. Enfin, tu vois, c'est comment on ferait si vraiment il arrive un drame, comment on fait pour les enfants, comment on ferait pour ça. Je sais que je ferais tout, j'élèverais leurs gosses, je tuerais, quoi. Enfin, et donc,
à un moment, j'ai eu un truc s'est brisé, quoi. J'ai dit mais stop. J'ai dit bah c'est fini. Et en fait, bah alors après forcément tu revois les gens. Enfin, les années font que tu calmes, les choses s'apaisent. Tu vois, là, j'ai fait passer un week-end avec des amis que je voyais plus, machin, là. C'est merveilleux. Tout le monde s'est félicité de sa réussite, machin, là. Mais bon, tu gardes une certaine. En fait, j'ai décidé de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et de me dire, bah, le peu de temps que j'ai, je veux qu'il soit un 10 sur 10, quoi, ou un 20 sur 10. Et si tu recroises ces personnes-là, il y en a, je les ai recroisés. Bah, j'ai trinqué au karma avec eux. J'ai dit bah voilà, ça va pas trop. Bah voilà, bah, tu vois, karma. Bah tiens, voilà, c'est tout ce que tu m'as fait. Les choses, tu vois, les énergies. Enfin, je pense que bon, bah, on en parle aussi sur nos réseaux et tout ça. Il y a un moment, les choses tournent et machin, et si t'es dans une bonne énergie, tout se passe bien, et de toute façon, ton destin, il est tracé. Enfin, tu vois, moi, à chaque fois que j'ai voulu m'éloigner de mon destin, c'est revenu. Tu vois, à un moment, je me dis, bon, je suis pas fait pour la télé, je suis pas fait pour la coiffure, ça revient dans ta gueule, tu peux pas l'éviter. Bah, pour le reste, c'est pareil. Et je crois à fond à ça. Et en fait, je le vois où avant, j'étais dans une entreprise, j'étais bien payé sur Paris, j'ai tout quitté. Et en fait, j'avais rien qui arrivait à ce moment-là. Tu vas comprendre quand en fait, j'ai quitté mon job, on a lancé le média, je me suis lancé en tant qu'indépendant à côté pour lancer mon activité perso. Et là, tout arrive. En fait, à partir du moment où t'es hyper aligné, c'est à ce moment-là où tu vas avoir des opportunités, tu vas rencontrer les bonnes personnes, tu vas te lever le matin, tu vas avoir le smile. En fait, tout arrive parce que t'as ce truc de ok, je suis dans la bonne énergie et forcément cette énergie-là, elle est la même que les personnes qui t'entourent. Mais grave. Mais en fait, quand tu crois, enfin déjà quand tu fais quelque chose dans lequel tu crois en toi. Enfin, il y a tout qui s'aligne, toutes les planètes elles s'alignent. Enfin, comme tu dis, moi à un moment tout était bien, mais c'était ça s'effondrait derrière, ça s'effritait. Il y a rien qui restait stable. Et en fait, à un moment, j'ai chuté, mais j'ai cru que j'allais tout perdre. Moi, j'ai eu un moment où j'ai failli faire faillite, j'ai cru que j'allais tout perdre. Et en plus, j'avais lancé tous mes potes, donc j'avais investi dans plein de trucs. Les potes, tout le monde se servait au passage. Donc en fait, bah, la boîte avait un train de vie décadent, machin, au moment où, à un moment d'un coup, la télé s'arrête. Donc, tu rentrais des sommes astronomiques, ça rentre plus d'un coup. Donc, d'un coup, tu vois des moins 60 000, des moins 70 000 par mois. Et là, tu fais, bah, il va falloir stopper. Et là, tu vois les vrais amis. Enfin, tu vois ceux qui disent, ah, bah, comment on va faire? C'est qui se servent. Et t'en as d'autres qui font, ah, bah, merde, bon, bah, oui, là, c'est la merde. On s'arrête tous de prendre. Enfin, et en fait, tu vois, il y a des moments comme ça. Et en fait, j'ai dit, putain, mais je suis pas du tout c'est pas ce que je voulais, c'est pas la vie que je voulais. Enfin, au final, il y a rien qui va. Et au final, bah, il a fallu tomber vraiment bas. Et là, ma sœur, je lui dis, si tu viens pas m'aider, je prends mon sac à dos, je me barre en Australie, je me barre à l'étranger, je prends le chien et je te jure, je vide les comptes, je me barre. Tant pis. Je m'en fous, qu'est-ce qu'on va faire? Je risque pas la tôle, hein. On prendra tout ce que j'ai, et puis voilà. Et en fait, elle me dit, non, t'as fait des sacrifices et tout, on va remonter ta boîte. Et là, j'ai commencé à m'entourer un peu. Et un jour, elle me dit, bon, écoute, t'es obligé de faire la pute. Elle me dit, je vais t'envoyer faire une OP extérieure là, une apparition publique par là. Ouais. Et quand j'ai commencé à faire ça, à être payé pour aller dire aux gens, allez, on se secoue, parler de ma vie, parler de mon histoire, parler de ma vie d'entrepreneur, de la chute, de la remontée, nanana. Et quand j'ai commencé à faire ça et à faire des vrais sujets comme ça, là j'ai dit à ma sœur, j'aime trop ça. J'ai dit putain, je veux faire ça. Elle me dit ah bon? Et je dis ah ouais. J'ai dit je pense que je suis fait pour ça. Et elle, un jour elle est venue me voir et je lui dis tu filmes et tu me regardes. Elle a lâché la caméra, elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit t'accueillis tout le monde. Elle dit alors que c'est même pas des gens de ton métier, c'est pour une grosse société, des commerciaux et tout. Et elle me dit tu les as déverrouillés en arrivant. Elle dit et là c'était ta zone de génie. Et donc là j'ai compris qu'il fallait que je fasse ça, que j'aide les gens, que je transmette, que j'aide les gens à se rebooster et voilà. Et donc là on développe ces choses là et je suis comme un enfant quoi. Enfin. Tu le développes de quelle manière si tu veux en parler un petit peu? Bah là par exemple qu'est-ce qu'on fait? Bah du coup on a signé avec le retail et tout ça parce que comme ça on peut aller voir le public, on peut aller voir les gens dans les malls, on peut monter des grosses OP comme ça, on fait des choses comme ça avec des commerciaux des grandes marques, donc tu vois on va les former sur la beauté, les produits de beauté, pourquoi les cheveux c'est important et tout ça, donc pour leur apprendre à mieux vendre
dans la grande consommation. Par exemple, on a monté une boîte où on remonte les salons ou les spas qui sont un petit peu en baisse dans toute la France. Donc du coup, je pars bosser dans les salons, je débarque comme ça avec mes ciseaux et puis je dis allez, on se bouge le cul là. Alors ça, pourquoi vous le vendez pas? Et je leur apprends à développer, à donner de la plus-value à leur boulot, à se positionner en tant qu'expert. Mais je suis avec eux dans leur salon. Là, j'étais à Vesoul, avant ça j'étais à Vichy, avant ça je vais dans des petits villages de 500 habitants où t'as le maire et tout qui passe parce qu'ils sont complètement dingues que je débarque. Et en fait, tu vois de l'humain, tu te balades, tu vas dans des petits villages, dans des trucs, tu sors de chez toi, tu sors de Paris. Moi, j'étais enfermé en studio, j'étais malheureux. Là, je vais partout, je débarque dans des endroits où ils sont trop contents de me voir. Et en plus, je leur donne l'envie. Et du coup, ça, c'est là, ça y est, ma vie, elle a un sens. Parce que elle a pas de sens quand tu pars en studio, tu dis aux gens, moi je disais aux gens qu'ils étaient moches quand même. C'était ça mon boulot. C'était de voir des gens arriver sur mon plateau et de dire oh, mais qu'est-ce que t'as fait Janine? Mais c'est pas possible. Je crache pas dans la soupe. C'est ça qui m'a fait exploser. Aujourd'hui, les gens ils m'ont mis là. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à eux. En revanche, j'avais un boulot qui avait pas de sens. Aujourd'hui, j'ai un boulot où j'aide les gens à faire de l'argent, à s'en sortir, à se positionner différemment, à prendre confiance en eux. Donc ça, oui, c'est ça que je veux. Et puis la conscience, la pensée, etc. est totalement différente entre, je pense, Paris et la province. Bah ouais, puis j'étais face à des gens, tu vois, qui disaient ouais, ça fait 20 ans qu'on fait de la télé, on sait ce qu'il faut faire, et on manipulait un peu, enfin, tu vois, on voyait des gens arriver qui avaient fait que des mauvais choix dans la vie, et on était là à jouer, à remuer le truc, tu vois. Aujourd'hui, je fais vraiment ce que j'aime, tu vois. C'est compliqué, puis j'étais vraiment enfermé dans un truc où on recevait les gens à la chaîne, tu vois. C'est compliqué de faire ça, Ouais, c'est pas... C'était bien, le temps que ça a duré 5 ans, je crois, 5 ans et demi. C'était très bien, j'ai relooké plus de 1000 personnes. Enfin, tu vois, c'est fou. C'est énorme. Et indirectement, du coup, oui, ok. C'est sûr que le mood studio que t'expliquais, ça devait pas être fou humainement parlant. Mais d'un autre côté, je pense que ces personnes-là, tu les as énormément aidées à la suite de cette émission. Il y en a, ça change leur vie, mais il y en a, je pense que ils venaient parce que il y a certaines personnes qui viennent être regardées à la télé, elles viennent, c'est leur moment elles sortent un peu de leur quotidien et tout ça. Donc oui, mais c'est un feu de paille, tu vois. Moi, c'est des gens. Il y en avait certains, ils avaient vraiment besoin d'une aide constante, qu'on aille les voir, que ce soit sur du long terme. Mais bon, on peut pas faire ça à la télé. Toi, c'était du one shot. Y avait pas. C'est du one shot. Tu les vois un jour et puis tu les renvoies chez eux. Enfin, et j'ai rencontré une famille, tu vois. La télé, c'est une famille, tu vois. Mais c'est vrai que je souffrais un peu du manque de sens, tu vois. Et après, il y a aussi. Après, tu deviens imbuvable en plus. Quand ça n'a pas de sens. Ouais. Mais t'as aussi ce côté un peu. J'ai les kikos, je me mouche un peu. Non mais. Je suis enrhumé de ouf. La météo à Paris, c'est pas ça du tout. Non, mais j'étais dans un week-end dans un endroit mais tellement froid et humide, je suis enrhumé de ouf. Non, je comprends. Mais je savais pas venir. Non, mais il y a ce mood aussi où des fois les personnes ont peut-être besoin de se faire relooker, coiffer, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi un gros problème de confiance et d'estime de soi. Donc au-delà même du stylisme ou. Venir s'afficher sur une grande chaîne nationale pour se faire relooker, je pense qu'il y a il y a quelque chose qui, tu viens t'exposer, tu viens montrer ton malheur et tout, donc il y a quelque chose Maintenant, moi, je le fais dans ma boîte. Ça me dérange moins de le faire dans ma boîte. Tu vois, où je relooke les gens, je leur fais les vêtements, le maquillage, tout ça. Moi, je fais tout en plus. C'est fou. Donc c'est génial, tu vois. Je vais faire un shopping avec eux. Ils sont aux anges. Bah oui. Puis il y a pas de caméra, tu vois. Donc c'est plus intimiste. C'est plus intimiste. Ils peuvent te raconter leurs vrais problèmes et tout machin. Mais je dirais oui, il y a un vrai problème, il y a une vraie urgence quand les gens en viennent à se dire bon je vais faire l'émission parce que j'en peux plus. Mais je dirais que tu vois vers la fin, on faisait quand même du sensationnel, tu vois, c'était il fallait à tout prix que ça pleure, ça soit... Moi à un moment, ils avaient compris ce qui me touchait, tu vois, quand je voyais des parents qui avaient perdu leurs enfants, des trucs comme ça. Donc t'imagines, ça remuait mais à un moment, moi j'avais des spasmes. Je sursautais sur mon fauteuil quand j'entendais les histoires. Je pouvais plus tourner. Donc en fait c'était bien au début, c'était léger, tu t'avais des gens qui venaient, tu disais oh là là mais t'es déguisé, qu'est-ce que tu fais, et après c'est devenu, tu sais qu'il y a la course à l'audience donc à un moment donné il faut attendrir, faut faire pleurer dans les chaumières, faut ci, faut ça, donc ça devient un peu invivable, tu vois. Toi quand tu prends tout ça, laisse tomber, tu pètes un câble. Et ça, tu le vis pas encore? Enfin, tu le vis parce que là, tu fais des conférences, tu vas voir les gens. J'imagine que tu dois quand même recevoir des histoires qui doivent être quand même très fortes en émotion.
Ouais, mais t'as pas de cas de, Ouais. enfin, tu vois, là, il y avait des cas extrêmes, hein. Il y avait quand même, il y avait du viol, il y avait des gens qui avaient été abusés, il y avait des gens qui avaient, À la télé, il y avait. qui avaient perdu des proches. Ah ouais, t'avais des gens, des fois, ils crachaient leur valda, et puis t'avais une oreillette où on disait, ah non, mais non, on peut pas parler de ça, allez hop, on passe à autre chose. T'as une meuf qui vient de balancer qu'elle a été abusée par son père, c'est très dur de rebondir, hein. Ah et, bah oui. et en fait, vu que c'est très cher le tournage, tu fais, bon ben, on parle d'autre chose. Puis t'es pas formé à ça en plus. Puis en plus, la meuf, parce que les casteurs, ils avaient pas vu qu'en fait, elle avait eu ça, tu vois. Ah, c'est fou. Ou alors, t'as une info où on te dit, bon, écoute, elle a été tabassée par son mari, il faut surtout pas parler de ça, tu pars sur autre chose, pars sur son string. Enfin, Oh, c'est dur. Hein. c'est particulier comme, mais pff, c'est malheureux, mais c'est le divertissement. Donc il y avait des moments comme ça, et en fait, au bout de 5 ans, c'est dur, quoi, tu vois. Puis la course à l'audience, quoi, c'est la pression de l'audience, et quand ça fait moins d'audience, on te le met quand même dans la tronche. Enfin, tu vois, c'est un peu. Aujourd'hui, je veux choisir mes projets, quoi. Parce que je veux me dire que si je me casse la gueule, j'ai vraiment tout fait. Là, j'ai monté ma boîte de prod avec ma sœur, parce qu'on va créer une émission, parce que Trop bien. je veux maîtriser tout. Mm. Je veux me dire que si c'est un échec, c'est parce que vraiment, je l'ai fait, quoi. Enfin, Ouais. là, quand ça dépend de 100 personnes qui te disent quoi faire, bah, à un moment donné, et puis après on dit, bah ouais, mais en même temps, t'étais comme si, t'étais comme. Bah non, non. Enfin, tu vois, j'avais aucun mot à dire, donc c'est pas moi. Donc mais c'est particulier. C'est un sacré monde. Et c'est quoi la suite là pour toi? On est en train de monter une nouvelle émission, je t'en parlerai peut-être une autre fois, où justement ça a plus de sens et on va aller voir les gens et tout ça. Le but, c'est vraiment de mettre en valeur le pays, de mettre en valeur les gens, qui nous racontent leur histoire et tout ça. Donc ça, je vous raconterai ça peut-être plus tard. Je peux pas trop en parler, Ouais. Oui. mais un truc qui a plus de sens. Et là, voilà, on est en train de trouver nos annonceurs, on est en train de trouver nos sponsors et tout ça, machin. Donc ça, c'est génial. J'essaye de vendre une pièce de théâtre aussi que j'ai écrite avec des potes. Génial. Donc ça Ça serait fait un génial. moment en plus que t'en parles. Ouais. De ça, ouais. Et puis j'aimerais repartir sur scène. Moi, j'aimais trop être sur scène, mais bon, là, il y a tellement de projets en même temps que c'est Ouais. compliqué. Compliqué, ouais. Une tournée au milieu, c'est compliqué. Et puis continuer comme mon salon fonctionne, et puis continuer à soutenir les coiffeurs, et continuer à donner de la valeur à ma profession, ce serait ça le mieux, quoi. Et tu te donnes beaucoup d'objectifs. Tu dis que chaque année tu te donnes un objectif. Ouais. C'est quoi l'objectif que tu te donnes pour 2025? L'objectif de 2025, être encore plus heureux et mener mes projets à bien, mais je dirais être heureux encore plus parce que bah, le bonheur, enfin c'est ce qui compte. Enfin aujourd'hui, avec ce qui nous tombe dessus dans tous les 4 coins du monde, je pense que le bonheur, le temps qui nous reste à être heureux, enfin tu vois, on sait pas demain si on sera libre, on sait pas demain si on sera ce qui va se passer. Je dirais qu'il faut vraiment focus sur le bonheur, l'épanouissement et faire son max. Je dirais aux gens, il faut toujours faire son maximum pour tout dans tout. Quand tu fais des lasagnes, quand tu travailles, quand tu vas courir, fais ton max, parce qu'en fait tu sais pas combien de temps il te reste à pouvoir le faire. Donc fais ton max, fais de ton mieux. Incroyable comme message. Je sais pas. Incroyable. Ah si, j'adore. Ah ouais. Si, c'est hyper puissant. Trop bien. Enfin, t'es hyper inspirant dans tout ce que tu fais. On a fait pas mal de recherches aussi en préparant l'émission et et C'est vrai, vous avez travaillé, hein. bah écoute, on a essayé de faire ce qu'on peut et en fait c'est quoi justement là justement tu disais faire son max. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a des fortes ambitions comme toi et qui cherche à les atteindre? Alors moi je dirais que la seule limite dans la vie c'est soi-même. Je me suis aperçu que les seules fois où je m'étais limité c'était parce que j'avais des peurs. Je dirais que je suis la preuve vivante qu'on peut partir de rien et qu'on peut y arriver, et que même en prenant une voie de garage, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu et que je suis connu dans tout mon pays, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai lu un livre qui s'appelait Ce dont je suis certaine d'Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, elle est née pauvre dans un petit état, dans une petite ville, abusée par son beau-père, tombée enceinte de son beau-père, foutue dehors par sa mère, et un jour elle a dit, elle était abusée, c'était la moche, la grosse machin, la noire, et en fait elle a dit, un jour je veux le monde, et elle est devenue ce qu'elle est, une des femmes les plus influentes du monde. Ce qui veut dire, elle part de plus bas que toi, que moi, que tout le monde, et que beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand tu as décidé de conquérir le monde, tu peux le faire. C'est juste qu'il faut t'entourer, et il faut vraiment
arrêtez d'avoir peur. Et personne va venir te chercher, ça te tombera jamais dans le bec. Donc en gros, c'est à toi d'aller niquer des mères, quoi. C'est con, mais de pousser les portes, de tout exploser. Moi, je sais que quand on m'a dit non, mais je te jure, mais combien de fois on m'a dit non, tu peux pas avoir ce poste, non, tu y arriveras pas. Et je disais, vous me payez pas, je vais le faire. Et après, les gens, ils me validaient. Mais j'ai toujours foncé. Moi, quand on me dit non, je dis non, mais on va y arriver. C'est comme ça qu'il faut faire. Et je me disais, je vais être cette personne, je veux rentrer dans une pièce. Le jour où c'est arrivé, le jour où ma mère est venue sur un tournage et où je suis arrivé, où tout le monde s'est écarté et où tout le monde, on me demandait des autographes, des machins, là, et ma mère m'a regardé, elle a pleuré, elle a explosé. Je l'avais jamais vu comme ça. Elle m'a dit, mais en fait, t'es important maintenant. Et là, mon pari, il était gagné, quoi. Alors que ma mère, je me rappelle, quand elle est tombée à genoux, elle m'a dit, t'es PD, t'es machin, t'es coiffeur, mais c'est fini, quoi. Ta vie, elle est foutue, quoi. Et quand je l'ai vu arriver comme ça et pleurer sur un plateau télé et qu'elle m'a vu, elle a vu que c'était moi la vedette, bah, je me suis dit, ça y est. Enfin, tu vois, t'as plus à faire tes preuves. Moi, aujourd'hui, j'ai plus à faire mes preuves. Je me dis, maintenant, ça va être que du bonus. Maintenant, si je veux aider les gens, changer le monde, changer leur monde, changer peut-être le mien un peu, mais changer leur monde et changer leurs angoisses et tout ça, si je peux arriver à faire ça et faire traverser la crise aux gens comme ça et vraiment les aider, les enrober, les porter, moi c'est ça, parce que j'ai plus rien à faire. Moi, on me connaît, on sait que je suis bon, enfin tu vois, je peux coiffer n'importe où, c'est bon. Mais je veux vraiment les aider et leur faire comprendre ça, en fait, qu'en fait, il faut se bouger, et quand on se bouge, on fait du mieux qu'on peut, et hop, et puis ça devient, au début on se force, puis après ça devient un art de vivre, puis après ça devient toi. Et voilà. Incroyable comme message. On finit sur ça. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour le partage pour ce moment. C'était un super moment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Les réflexes de youtubeur qu'on a. Exactement. Squeezie, si. Ouais, en tout cas, merci beaucoup et puis à la prochaine.